Et en fait, si on n'était pas sur le marché haut de gamme, clairement, on n'aurait pas pu faire cette aventure. Pourquoi? Parce que fabriqué en France, je vais prendre un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui dit tout, tu vas le voir. Mince. Préparez-vous, ça va être quelque chose. Un cadre aujourd'hui sur notre VTT, on a un VTT de luxe. Oui. Aujourd'hui, un cadre de VTT nous coûte à peu près en fabrication à peu près 1 500 €. Juste le cadre. Juste le cadre en carbone. Il n'y a rien dedans encore. On n'a pas encore mis tout ce qui est autour et ça peut aller très très loin. Le même cadre avec la même qualité fait en Asie, il coûterait 300 €. J'ai rencontré un banquier, un gros banquier sur Genève, qui me racontait l'histoire de ses clients, etc. Et je dis, mais il n'y a plus c'est plus aussi facile la Suisse maintenant, il y a le secret bancaire qui a été levé, etc. Et tout. Et en fait, ils ont un mot que je trouvais génial et que j'ai jamais entendu en France. Je sais pas, ça existe peut-être en France, mais c'est non, mais nous, les clients, avant de les prendre, on les clean. Et si je vous racontais une histoire? Et si je vous racontais une histoire d'entreprise? Et si je vous racontais l'histoire des ateliers Héritage Bike? Pour en parler, on reçoit Xavier Warnier. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Donc, tu ne viens pas de la région parisienne? Non, je viens d'Annecy. Enfin là, j'étais sur la région parisienne, mais d'habitude, je vis à Annecy. Ouais. J'ai cette chance de vivre à Annecy. Et donc, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Alors, tu as une histoire quand même assez atypique, avec une entreprise sacrément atypique aussi. On est ici pour en parler, pour parler de ce parcours de vie aussi, qui, je l'espère, va vous inspirer tous. Alors, Héritage Bike, parce que tu as plusieurs entreprises, on va parler déjà de celle-ci, hein, mais à mon avis, on ira sur 2-3 autres plans également. C'est une société que tu as construite, que tu as fondée en 2019. Il y a 5 ans, oui, donc c'est ça, ouais. 2019. Avant le Covid. Quelle belle idée. Et donc, tu décides de construire des vélos et des motos électriques. Au début, c'était que des vélos. Que des vélos. Que des vélos électriques, mais des vélos électriques différents. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, c'est à peu près ce que disent toutes les entreprises. Oui, mais moi, c'est différent. Ouais. Bon, alors, toi, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce fonctionnement, dans ton idée de départ? Alors déjà, ils sont fabriqués en France. Mais quand je dis fabriqués en France, c'est vraiment fabriqué en France. Oui, comme tout le monde. Ah non. Non. Mais comment ça? 95% des vélos aujourd'hui sont faits en Asie ou un petit peu au Portugal. Il y a beaucoup d'assemblages en France aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, c'est très bien. Il y a un peu plus de fabrication en France, mais en 2019, on va dire que la totale majorité quasi était fabriquée en Asie. Donc déjà, ça c'était le premier point qui m'a un petit peu dérangé. Le deuxième point qui m'a vraiment dérangé, c'est le design. C'est-à-dire que moi, quand j'achète quelque chose, que ce soit une montre, un vêtement, n'importe quoi, il faut que j'ai une émotion. Et en fait, quand j'ai voulu acheter mon propre vélo, parce que moi, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vélo, je pense, depuis ma tendre jeunesse, et j'ai 54 ans, je suis allé dans un magasin. Et en fait, aujourd'hui, en France, quand on achète un vélo, on va dans un magasin où il peut y avoir 80 marques différentes, avec un vendeur multimarque. Ce qui ne pose pas en soi un problème, sauf qu'il n'y a pas d'univers de marque. Et donc, du coup, c'est très compliqué de susciter une émotion. Et en fait, quand j'ai voulu acheter mon propre vélo, le vélo de Monsieur Tout-le-Monde, qui ressemble à c'est fait par des milliers d'exemplaires, avec les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, ou presque, même si chacun va dire « ouais, oui, le mien est différent et tout ». Bon, bref, je n'ai pas trouvé mon compte. Et donc, voilà, c'est le deuxième constat. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des vélos différents, donc avec un design très assumé. Et ensuite, c'est une distribution. C'est-à-dire que vu qu'on est sur des vélos un peu d'exception, un peu des vélos qui sont faits à la main, qu'on a avec une relocalisation de la fabrication, on ne pouvait pas avoir une distribution classique. Être mélangé avec des vélos qui sont fabriqués en Asie, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc du coup, on est allé sur une distribution différente, donc à la fois en propre, avec un service très premium, et aussi dans des concept stores, chez des concessionnaires automobiles. Donc rapatrier la mobilité douce dans la mobilité plus dure, voilà, c'est déjà un peu nouveau. Donc ça fait quand même 2-3 différences où on peut se dire qu'on est un petit peu différent quand même et atypique quand même. Et puis de toute façon, c'est pas les mêmes acheteurs que dans les grandes surfaces, pour pas les citer. Ouais, alors les plus connus, encore les grandes surfaces, tu veux parler certainement des marques comme Decathlon. Oui. Pour moi, je trouve que c'est génial parce qu'ils permettent de l'innovation, ils permettent beaucoup de choses. Et finalement, ils ont un rapport qualité-prix. Honnêtement, d'abord, ils montent aussi en gamme, clairement. D'accord. Et ils ont un rapport qualité-prix. Donc ça, j'ai pas trop de problème. J'ai de problème avec personne en fait. Mais oui, avec qui t'es fâché? Parce que comme ça, on évite les emmerdes. En fait, un peu avec pas mal de monde. Mais, non, mais en fait, si tu veux, les vélos aujourd'hui s'adressent à des gens qui veulent acheter un vélo, qui ont une envie de consommer vélo.
Or, nous, on attire des gens qui ne sont pas du tout dans cette mouvance. En fait, alors je vais prendre un parallèle un petit peu, on va dire, je me prends un peu la tête, mais ce n'est pas du tout l'esprit, mais c'est bien pour bien comprendre. Tesla, quand est arrivé avec leur voiture... Les voitures qui prennent feu, là? Je pense que ça prend autant feu que les thermiques, simplement on en parle un peu plus que... C'est vrai, tu crois? Ouais, enfin j'en sais rien, puis à la limite ça ne me regarde pas, chacun son histoire, chacun ce qu'il a géré. Mais Tesla, quand est arrivé, en fait, il a touché une clientèle qui n'existait pas sur les voitures électriques. C'est-à-dire que les voitures électriques existaient depuis longtemps, il y avait des voitures qui étaient vraiment rapport qualité-prix, qui étaient bien et tout. Et en fait, ils ont réussi à toucher notre clientèle. Et nous, sur les motos et les vélos électriques qu'on propose, on touche une nouvelle clientèle. C'est-à-dire des gens sont convaincus de revenir au vélo ou à la moto parce que l'objet est beau, parce que l'objet, il y a une histoire derrière, parce que plein de choses. Mais ce n'est pas des gens qui sont dans une démarche vraiment particulière. On ne remplace pas un client vélo lambda avec un client heritage bike. Nous, en fait, on ne vend pas des vélos ou des motos, on vend des heritage bikes. Voilà. Mais c'est... Oui, parce que celui qui est passionné de vélo, il a déjà le top ses dans habitudes, le vélo. Il va dans son réseau de distribution classique, habituel, voilà. Nous, on touche d'autres personnes qui ont d'autres attentes, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie mais volontairement, et on l'assume. Je sais que c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, de parler en France de prix, on dit qu'on est cher. Oui, on est cher. On est même très cher par rapport à par rapport à la concurrence, mais on l'assume. Et en fait, clairement, nos clients achètent aussi parce que c'est cher. Pas parce qu'ils ont envie de dépenser, mais simplement c'est qu'ils ne veulent pas le vélo et la moto de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, mais est-ce que ça ressemble aussi un petit peu à cette exception française liée au luxe ? Parce qu'on a quand même dans notre pays une belle image pour ça, une vraie image là-dessus, et une vraie force. Exactement. Et ce qui te permettrait, j'imagine, à un moment donné, d'aller à l'export en parlant de ce côté premium français. C'est ce côté français, c'est sûr. Le côté industriel français, honnêtement, moi je le vois sur l'Europe, parce qu'on travaille de plus en plus l'Europe. C'est pas un atout. C'est-à-dire que l'industrie française, elle n'a pas une image de... Wow. Par contre, sur le luxe, sur le côté façon, le côté atelier, etc., on a une vraie image, une image française qui est un supplément d'âme à chaque fois, j'aime bien dire ça. Et ça, c'est important. Donc ça, on travaille avec ça, bien sûr. Après, sur la fabrication de manière industrielle, c'est plus compliqué. L'industrie allemande n'a plus une meilleure réputation, par exemple, qu'en France. À tort ou à raison, ça c'est un autre problème. Parce que alors peut-être tu vas me contredire, mais j'ai la sensation qu'il y a depuis 20 ans déjà eu des marques de vélos d'abord classiques mais luxe, typiquement les marques de voitures de prestige type Porsche et autres. On a déjà vu des vélos comme ça à des prix exorbitants. Il y a déjà eu des vélos... des marques de vélos un peu premium, qui sont plus chères que les autres, etc. Ça n'a pas tant marché que ça. Non, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, si tu regardes, tu avais des exemples en tête, sans citer les marques. En fait, tu n'as retenu que le prix. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il ne s'agit pas de vendre un produit cher pour avoir une clientèle. Nous, c'est tout l'environnement qu'il y a derrière. Là, par exemple, actuellement, on a une boutique qui vend nos vélos qui sont presque 100% gainés de cuir, où on choisit son cuir. On a un tiers de notre production où les gens choisissent le cuir de leur selle, la couleur. En général, ils le matchent avec leur voiture. Ils ont une voiture de collection, par exemple. Une voiture, moi, je suis de 70, par exemple. Je suis plutôt attiré par les voitures de 70 que les voitures d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, je pourrais très bien avoir une voiture des années 70, fétiche. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de faute de goût dans le garage, j'ai la même couleur. Voilà. Et ça, ce sont nos clients. Donc, il y a tout un côté plaisir, émotion. Il y a plein de choses derrière. Ce n'est pas que le prix. Et en fait... Si on n'était pas sur le marché haut de gamme, clairement, on n'aurait pas pu faire cette aventure. Pourquoi ? Parce que fabriqué en France, je vais prendre un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui dit tout, tu vas le voir. Mince. Préparez-vous, ça va être quelque chose. Un cadre aujourd'hui sur notre VTT, on a un VTT de luxe. Oui. Il est en fibre de carbone, comme beaucoup, sauf que nous, on le fabrique en France. Donc ça n'existait pratiquement plus. D'accord. Ça a été très compliqué. On a mis 1 an et demi pour arriver à ça. Il faut trouver l'usine le fabricant. C'est ça. Donc ça n'existait plus. Donc en fait, c'est des gens qui faisaient des prototypes qui sont mis à la pré-série et puis à la série. On les a accompagnés, on leur a apporté un marché, ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, un cadre de VTT nous coûte à peu près en fabrication à peu près 1 500 €. Juste le cadre. Juste le cadre en carbone. Il n'y a rien dedans encore. On n'a pas encore mis tout ce qu'il y a autour et ça peut aller très très loin. Le même cadre avec la même qualité fait en Asie, il coûterait 300 €. Ouch. Donc il y a un gap qui est énorme. Donc si on n'était pas sur le marché haut de gamme, si on n'était pas avec des gens qui sont prêts à acheter un peu plus cher parce qu'il y a une histoire, parce qu'ils sont différents, parce que plein de choses,
Clairement, on ne pourrait pas. Je comprends aussi, d'un point de vue purement économique, pourquoi tu mets en avant le Made in France, parce que ça a vraiment du sens et c'est un investissement lourd, y compris pour le client qui achète. Clairement, clairement. Et puis on a toute une démarche derrière un peu éco-responsable, on essaie de diminuer notre impact et tout. Alors après, il y a une conviction personnelle, parce que je pense que derrière chaque marque, il y a quand même des gens, il y a des équipes, il y a des hommes, il y a des gens qui ont des visions. Si tu es là ici aujourd'hui, et tout le monde le comprend bien, parce que je n'invite que des gens qui ont ces valeurs humanistes vraiment chevillées au corps, et chez toi, c'est des convictions qui sont assez marquées, effectivement. Oui, t'es tranché dans le vif là-dessus. Ouais. Mais oui, j'imagine que ton engagement sur le climat, parce que tu as une autre société qui fait ça, elle a un impact énorme dans ta fabrication, dans le... Comment on appelle ça tout l'écosystème. Voilà, l'écosystème. Voilà, et on emmène des gens, on emmène à la fois des industriels qui changent un peu leur façon d'être, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la filière vélo, comme d'autres filières, on ne va pas dire qu'on soit exemplaire, dire qu'on est au courant de tout. Ça pollue plus que les autres, non ? Ça pollue, on a des mauvaises habitudes, nous on a changé, on avait des sous-traitants, par exemple sur la peinture, il y a des choses qui m'ont choqué, on allait chez ces sous-traitants pour voir les produits, les améliorations, etc. Et puis on voit des gamins qui sont en apprentissage, qui rentrent dans des cabines de peinture, qui n'ont même pas de protection. Donc aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas faire ça quand même. Donc tu as une espèce de charte c'est pas écrit, inconsciente. Mais... C'est pas écrit, ouais. mais en fait, on en marque des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà. Okay. Et en plus, qui sont assez fiers de travailler avec nous, parce qu'on va sur un travail, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais par exemple, nos cadrassiers, parce qu'on a aussi des cadrassiers, quand on regarde la qualité des soudures, on a l'impression que presque c'est un cadre carbone, tellement il n'y a pas de frontières. Toutes les soudures sont faites à la main, elles ne sont pas retouchées, elles sont faites naturellement. Donc on a quand même des gens qui sont sur du travail presque d'art, quoi. Et ça, c'est génial, parce que même si on n'est pas technique, quand on voit le produit, on voit que ce n'est pas un produit qui est fait à des milliers d'exemplaires par des machines, etc. Voilà. Il y a des gens derrière. Il y a aussi ce goût du beau chez toi. Ouais, moi, c'est quelque chose qui... L'esthétisme, c'est pas c'est une vraie valeur chez toi. Oui, clairement. Et puis j'ai fondé donc cette entreprise avec une autre personne qui se trouvait de mon beau-frère, qui est designer automobile. Donc on a tous les deux, dans des manières différentes, une sensibilité quand même à l'esthétisme. Ouais. Et puis même sur le design, pour moi, le design aujourd'hui, je le vois dans d'autres sociétés, je trouve qu'il est trop mis dans une cloison. C'est une porte à part, comme il peut y avoir le marketing. Est-ce qu'on est devenu presque... conventionnels tous. Est-ce qu'il y a une forme de norme qui s'impose à nous inconsciemment ? Avant, on avait plus de liberté dans la créativité, je crois. Et puis on recherchait encore une fois cette émotion qu'aujourd'hui on voit sur le côté utilitaire, on voit sur le côté prix, etc. Donc du coup, et puis sur le marché international. Donc en fait, on fait souvent, c'est en train de changer, mais on fait souvent des produits, on voit souvent des produits qui sont aseptisés en fait, parce qu'ils doivent plaire au maximum de monde. Et quand on fait ça, forcément, c'est moins clivant, ok, mais il y a moins d'émotion, forcément. Et moi, je pense que le design, ça devrait être la base de tout, mais ça doit être intégré. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, souvent, on fait des concepts de produits. On le voit dans les voitures. Là, en ce moment, je suis sur le mondial de l'auto, puisqu'on a un partenariat. On voit des concept cars, ok, super, mais on sait très bien qu'en série, dans 2 ans, dans 3 ans, s'ils sortent, ils seront complètement dégradés. Alors, il y a quelques boîtes qui ne font pas ça, mais je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, dès le départ, on peut très bien dire on va faire un design assumé, avec un parti pris, une ambiance, enfin plein de choses, et l'intégrer dans la fabrication. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le designer fait son produit, il est magique, waouh, il y a un effet waouh, immédiat. Et après, quand on rentre dans la fabrication, dans l'industrialisation, on est obligé de dégrader parce que une courbe comme ça coûte trop cher. Ce matériau différent. Les cost killers arrivent. Et puis, exactement. Or, si on intègre le design à la base, avec tout l'écosystème qui va derrière, c'est-à-dire la production, le marketing, tout, dès le départ, en fait, on arrive à faire un produit. Nous, par exemple, on a fait une innovation qui est toute bête, mais le premier produit qu'on a fait, c'était un vélo qui ressemblait à une moto. On en a fait un deuxième, beaucoup plus petit. En fait, il se trouve que ce sont les mêmes tubes. Simplement, c'est qu'un tube qu'on met comme ça, il donne une courbe qui est spécifique, avec un vélo qui ressemble à quelque chose de très typique. Si on met le même tube à l'envers, avec une planche de bois au-dessus, en fait, on a un vélo qui est complètement différent. Or, en fabrication, c'est la même tube. Donc, on l'a optimisé. Mais parce qu'on a intégré le design, la production, un petit peu tout en même temps. En fait, tu as une pensée, alors ça va peut-être pas te plaire, mais tu as une pensée systémique.
Je ne sais pas. C'est un peu C'est-à-dire que c'est comme cette démarche que tu as vis-à-vis de l'intégration dans notre société et au sens plus large dans notre planète, tu penses ta vie en système. En fait, moi, il y a un truc qui me dicte vraiment au quotidien, c'est les rêves sont faits pour être réalisés. C'est-à-dire que rêver, c'est super, mais si tu les réalises pas, pour moi, c'est une frustration. J'ai pas mal de frustration sur le temps, sur plein de choses, etc. Et en fait, du coup, si je veux arriver à faire un produit qui me plaît vraiment, qui coche toutes les cases que j'avais envie de mettre, le système pour y arriver, c'est qu'il faut intégrer tout ça. Il faut intégrer tous ces paramètres dès le départ. Sinon, en fait, c'est un vœu pieux. Et puis, au final, on est déçu de ce qu'on a fait par rapport à l'idée d'origine. C'est une pensée, encore une fois, cette pensée systémique, elle est plutôt l'apanage des gros groupes que des toutes petites boîtes. Parce que tu vois assez rarement des petites boîtes qui intègrent l'ensemble des processus de fabrication dans son raisonnement, dans sa pensée. Parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et puis, c'est souvent les sous-traitants qui sont plus gros qui lui imposent leur façon de voir, etc. Et c'est pour ça que je te dis que cette pensée systémique, elle est assez différenciante. Peut-être. En tout cas, on est différent sur beaucoup de choses, ça c'est sûr. Parce que n'étant pas issu de En fait, c'est ça aussi. C'est que moi, j'ai 2 autres entreprises qui n'ont strictement rien à voir en tant que secteur d'activité. C'est la première fois que je me lançais dans l'industrie. Et en fait, je pense que s'il n'y avait pas cette dose d'inconscience, cette croyance d'origine, on n'aurait jamais fait le projet. Oui, on t'aurait expliqué, mais non, on ne fait pas comme ça. Mais d'ailleurs, on m'a expliqué comme ça. Parce qu'en fait, vu que je n'étais pas issu du sérail, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me documenter, etc. Donc, je suis allé rencontrer, parce que je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer les gens, je suis allé rencontrer un peu tous mes futurs concurrents. Et donc, c'était avant le Covid, je vais remettre quand même dans le contexte, mais tout le monde m'a dit « Mais t'embête pas, ce qui intéresse les gens, c'est les prix. De fabriquer à l'autre bout du monde, ils sont bien meilleurs que nous, donc faut pas avoir de... » Et ce n'était pas mes convictions. Et donc, du coup, en fait, très vite, je me suis rendu compte, puis il n'y a aucun partage, c'est des silos. Voilà, on pourrait, par exemple, en France, si on voulait vraiment industrialiser cette filière, se regrouper pour les achats, que tous les petits se regroupent pour avoir une puissance et avoir des prix qui diminuent. Bon, ça, c'est chacun dans son côté. Enfin, il y a des vœux pieux, il y a des clusters. Tu connais le TPMG ? Non. Tout pour ma gueule. Voilà. Non, mais alors, c'est pas... Non, je pense que c'est plus une philosophie de vie. En fait, on a peur de partager. En fait. Alors, moi, je suis issu de filières qui sont ni de l'automobile. Tous les filières industrielles, en général, on vit heureux, on vit caché, on dévoile les choses à la fin, etc. Moi, je suis plus une culture digitale, malgré mon âge. Et le digital, en fait, c'est qu'on lance le truc et puis on voit ce qui se passe et on partage. Et c'est le partage qui va faire que ton produit, et que ton produit va progresser, que tu vas trouver le marché, etc. Donc moi, je pense que j'ai voulu inconsciemment faire la même chose sur la filière mobilité. C'était clairement pas possible. Alors ça devient de plus en plus possible parce qu'il y a tellement de difficultés que les gens, par la force des choses, se regroupent un peu plus. Voilà. Ouais. Mais à la base, en 2019, c'était pas le cas du tout. Et donc du coup, naturellement, on a été seuls. Et puis on a fait avec nos convictions, avec une bonne dose d'inconscience, ça c'est certain. Mais du coup, on a avancé, quoi. Oui, il y avait une histoire qu'est-ce que c'est un entrepreneur ? On y reviendra tout à l'heure. Et c'est 200% de travail et 500% d'inconscience. Okay. Un truc comme ça. Alors, ça doit être des proportions en tout cas qui sont assez vraies. Ouais. Qui sont assez vraies. Ouais. Alors ces autres entreprises, juste pour quand même que tu nous dépeignes un petit peu ton univers au final. En fait, moi c'est ma 7e entreprise. Là j'ai aujourd'hui 2 autres activités. Donc j'ai une maison d'édition de livres depuis 2004. Tu t'ennuyais comme ça au coin du feu Alors non, ce qu'il faut savoir c'est que l'édition c'est un secteur qui fait rêver beaucoup de gens. Ouais. Il y a encore un certain standing. Moi je vois... quand je dis que je suis éditeur, ça a beaucoup plus d'aura que quand je dis que je suis industriel, clairement. Ah oui. Clairement. C'est pas sexy. Sauf qu'aujourd'hui, l'édition, pour moi, c'est un secteur qui évolue très peu. On va dire, il y a eu... Sur des anciens modèles, en plus. Il y a eu deux avancées. Il y a eu le livre électronique. OK, on a cru que c'était une révolution. Dans les faits, clairement, économiquement en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Et puis Amazon, qui a bousculé un peu le truc. Amazon a voulu aller beaucoup plus loin. Il s'est heurté à un monde qui ne voulait plus trop bouger. Moi, il n'y a pas encore très longtemps, j'avais quand même pas mal de libraires qui m'appelaient, qui appelaient chez nous par téléphone pour commander. Et on leur disait, non, envoyez-nous un mail. Ah non, on n'a pas de mail. Ou week-end, c'est un mail perso. Est-ce qu'on peut vous envoyer un fax ? Et là, on se dit, waouh. C'est-à-dire qu'on oppose le monde de la lecture avec le digital, avec la modernité. Alors que les deux ne sont pas forcément opposés. Non, mais c'est un secteur qui évolue plus beaucoup. Et puis le système économique fait qu'en fait, c'est ni l'auteur
ni l'éditeur qui gagne de l'argent en fait dans l'édition. Il faut le savoir, hein, c'est clairement tout ce qui va autour, c'est-à-dire la distribution et diffusion, voilà, clairement. Voilà. Avec un système très, très particulier, avec les retours, et en fait aujourd'hui il y a plus de 300 livres qui sortent par jour en France. Donc c'est une surproduction qui est orchestrée en fait par ce système. Parce qu'en gros, tu as la règle des 20-80. Donc tu as 20% des éditeurs qui font 80% du chiffre d'affaires. Et en fait, eux-mêmes sont obligés de faire une surproduction. En tout cas, c'est mon analyse. Parce que en fait, quand tu sors un bouquin, tu t'imprimes 1000 exemplaires, le temps que ça se mette en place avec tout le système et tout, que tu aies tes retours, que tu les comptabilises et tout, en fait, tu as déjà fait de l'avance, tu as eu un chiffre d'affaires d'avance. Voilà. Et donc pour payer en fait le déficit de celui, parce que quand tu as 80% de retour de bouquins, il faut en fait t'as pas fait 100% de l'activité, loin de là. Donc tu sors un bouquin de plus pour payer celui d'avant. Donc tu fais un système pyramidal en interne. Et puis le problème c'est qu'aujourd'hui c'est que tout le monde a dans son tiroir un manuscrit, et maintenant avec l'auto-édition en fait on sort un bouquin comme voilà. Puis en plus, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui permet d'écrire des bouquins à ta place. À ta place. Et franchement, c'est juste bluffant. Donc aujourd'hui, puis il y a tous les coachs qui écrivent beaucoup de bouquins. Donc en fait, tu as des rayons. Aujourd'hui, tu vas chez un libraire, en fait, tu n'as même pas un dixième de la vraie production. Donc, et puis c'est toujours un peu les mêmes, forcément, parce qu'il y a un truc économique. Bon, bref, l'édition, c'est plus un secteur qui me fait vraiment rêver. Je suis passé de 30 bouquins par an à aujourd'hui 4 ou 5. Donc je fais une plus grosse sélection. Pourtant, c'était génial parce que pour une personnalité comme la mienne qui est toujours sur des nouveaux projets, etc., un bouquin, c'est un nouveau projet. C'est un nouvel auteur, c'est un nouveau partenaire. Voilà, c'était super. Sauf qu'aujourd'hui, économiquement, c'est plus compliqué, surtout quand tu es une petite maison d'édition. Parce que nous, on était très, très fort au tout début parce qu'on était certainement le premier éditeur à prendre des makers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prenait pas des écrivains. Alors j'étais beaucoup sur le digital, quand il y a eu la révolution digitale, mais avec des gens qui tous les matins étaient dans le digital, mettaient les mains dans le cambouis, comme on dit, voilà, plutôt sur un clavier en fait. Et donc du coup, c'est des gens qui partageaient. Alors ils écrivaient peut-être pas le mieux du monde. Par contre, tu les aidais à ça. Exactement. Et ça, c'était vraiment une nouveauté. Leur savoir, il était unique. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait du développement personnel, tout le monde fait un peu tout. Il y a une surabondance de tout. Et puis on trouve les informations différemment. C'est pas forcément dans les bouquins. Dans les podcasts, dans les émissions comme les tiennes, dans plein de choses. Donc le livre a un peu changé. Et moi, franchement, aujourd'hui, je ne vois pas le monde de l'édition vraiment se bouger. Et voilà. Et moi, vu que je suis plutôt sur l'innovation, parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, voilà. Donc petit à petit, tu n'investis pas beaucoup dedans. Puis ça... Sans être une entreprise en cash-out, c'est une entreprise qui devient beaucoup plus confidentielle, où me fais plus plaisir aujourd'hui. Voilà, on n'est plus sur la même chose. Et la troisième boîte, c'est un événement qui me tient à cœur. Ça fait la 9e édition. Combien ? La 9e édition. 9e ? Ah ouais, donc, oui, mais je ne suis pas tout jeune, tu sais. Arrête avec l'âge. Tout va bien. Non, mais en plus, j'ai aucun problème avec ça. Ça s'appelait Les Sommets du Digital. Et en fait, maintenant, ça s'appelle Les Sommets tout court, parce que la thématique a changé. Le concept, c'est pendant 3 jours, tu réunis 350 décideurs, donc essentiellement des chefs d'entreprise, autour de conférences hyper inspirantes avec des philosophes, des champions du monde, des grands patrons, à la montagne, donc en dehors de leur zone de confort et d'habitude. Donc il y a un esprit un peu convivial. C'est en vase clos, clairement, c'est pas filmé. Et on se dit tout. C'est-à-dire qu'on a une liberté de ton, où on parle des échecs, on parle des réussites, on parle de demain, des peurs, de tout. Et pendant ces 3 jours, en fait, on est nourri toute la journée pour, entre guillemets, sans prétention, réinventer l'entreprise, ou en tout cas voir l'entreprise de demain. Dans un secteur donné Ouais. Et non, justement dans tous les secteurs. Tous les secteurs. En fait, l'idée, c'est de revenir à son bureau en étant inspiré. Il y a beaucoup de spontanéité, on fabrique beaucoup ça. Et puis, il y a ce côté échange. C'est-à-dire que les 350 décideurs sont entre pairs, en fait. Donc, du coup, il y a une confiance. En fait, c'est comme un think tank, mais sur un temps court, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, et puis, on fait plein de choses. Par exemple, on privatise la nuit des télécabines. On met du vin chaud, une fondue en plein milieu. Et pendant 1h30, par exemple, tous les gens, sans savoir qui ils vont rencontrer, sont bloqués dans une télécabine. Quand te reverrai-je payer Michel Blanc. Exactement. C'est un peu... Et voilà, et pendant cette temps d'une montée, une temps d'une descente, on rencontre des gens. Et en fait, pour moi, je pense que les rencontres, c'est bien. Speed dating. Exactement. Mais pas business. On va peut-être faire du business ensemble, mais c'est pas provoqué pour le business. Il y a beaucoup d'événements qui sont superbes, qui sont vraiment tournés business, et c'est important. Nous,
On est plus sur une démarche presque intellectuelle. Un temps de côté. C'est ça, c'est ça. Comme cette émission, quelque part. Exactement. C'est dans ce même esprit, alors pas aussi prolongé, mais... On a besoin de temps en temps de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul. Et en fait, le dirigeant, en fait, il est tout le temps en train de compter son temps. C'est ça. Alors, je vais reprendre une métaphore qui va te plaire. Il a tout le temps le nez dans le guidon. Ouais. Pas mal, ouais. ça, tu l'as pas vu venir. Hein. Pas mal. Bon, je ne l'ai pas préparé, c'est promis. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'en accompagnant les dirigeants, on se rend compte que d'abord, il y a une immense solitude du dirigeant. Oui. Ouais. Ça, c'est... Comment toi, tu gères ça? Alors moi, je l'ai géré indifféremment. Moi, il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais? Je fais à l'inverse. Aujourd'hui, j'ai 50 associés sur Héritage. Oui, d'accord. Et ces 50 associés... Pour jamais être seul. Exactement. Eh ben, c'est une solution. Oui, mais alors après, on m'avait dit, il y en a beaucoup qui me donnent des bons conseils, hein, mais vu que j'écoute personne, quand je ne rentre pas dans la conviction, j'y suis allé. On m'a dit, 50 associés, c'est 50 emmerdeurs. Voilà. En gros, c'est des gens qui vont t'emmerder. Moi, j'ai pensé que c'était exactement l'inverse. Bon, peut-être par utopie, j'en sais rien. Et en fait, c'est effectivement l'inverse qui se passe. C'est qu'on a une force que je pense que peu d'entreprises ont. Parce que tous les gens qui nous ont rejoints, sont des gens de manière individuelle, c'est des gens comme toi, comme moi, pour qui le projet avait un sens. Et je leur ai tous demandé non seulement d'investir, effectivement, mais surtout de mouiller leur chemise, d'apporter la pierre à l'édifice à chaque fois. Donc chacun, il y en a un qui va porter le réseau, d'autres une expertise, d'autres... Plein de choses, etc. Et je les convie assez régulièrement. On a des groupes WhatsApp. On a fait une convention il y a 3 semaines. Et oui, là, il faut louer un hôtel complet. On a la chance d'avoir des locaux qui sont sympas avec un chouette rooftop et tout. Et donc, on a fait une petite convention de parce que 3 quarts de journée. Sur le côté du lac d'Annecy, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est un cadre de dingue. C'est un cadre de dingue, ouais, qui devient compliqué pour certains parce qu'il faut un sacré pouvoir d'achat aujourd'hui, parce que ça a quand même bien changé. Et puis, c'est un cadre de vie. Depuis le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé quand même. Les gens ne veulent plus forcément de l'urbain. Et le lac d'Annecy, en fait, il a cette magie, c'est-à-dire qu'il est bien placé. On est bien placé au niveau du climat. Et on a montagne et lac en même temps. Donc, en fait, en gros, l'hiver, tu fais du ski, l'après-midi, et l'été, tu fais du paddle, quoi. Donc c'est pas mal. Je schématise un peu, mais puis tu as le vélo. Et c'est un territoire, c'est un pôle de compétitivité sur l'outdoor, sur le marché de l'industrie outdoor, qui est énorme. En fait, ils ont inversé le truc. Il y a 580 boîtes qui se sont regroupées en outdoor. Et en fait, au lieu que ce soit les commerciaux qui aillent à droite, à gauche, etc., ce sont tous les gens, les distributeurs qui viennent sur Annecy, passer plusieurs jours, et ils font toutes les marques, ils font leur marché. Et ils viennent parce qu'il y a un terrain de jeu qui est juste fabuleux, quoi. C'est beau, c'est nature. Mais est-ce que ça ne va pas, cette attractivité, ça ne peut pas être contre-productif par rapport à cette sérénité du lieu? Toi qui es si investi dans le climat. C'est le problème, on a un surtourisme à Annecy, il ne faut pas se le cacher. Ah oui. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que quand on a des convictions un peu à droite, à gauche, on est obligé de faire des compromis à un moment. C'est-à-dire que soit on se dit, Annecy devient une ville un peu élitiste, comme certaines stations suisses, comme certaines... Voilà, ça devient inabordable, donc le tourisme de masse, tu n'en as pas. Donc effectivement, tu vis bien, mais c'est réservé qu'à une seule population. Et quelque part, la nature, on doit la partager. Donc c'est compliqué. Honnêtement, j'ai fait un peu de politique. Honnêtement, je comprends aujourd'hui la difficulté. Je ne juge moins les politiques qu'avant. Je m'en occupe pas trop, mais je pense que c'est très compliqué. Et toujours en train de faire des compromis. Alors, ce qui ressort assez souvent sur justement la politique, pour faire la transition, c'est qu'il y a, je trouve, je ne sais pas si tu partages cette conviction, une incompréhension ou un inintérêt sur ce qu'est la réalité de l'entreprise, notamment en France. Pour toi, c'est quoi être un bon dirigeant? Oula, vaste question. En tous les cas, tel que tu le mets en place, toi. Après, je pense qu'un dirigeant, c'est pas... Il y a souvent on mélange pas mal de choses, parce que le dirigeant a souvent un ego un peu plus fort que les autres. Et on retient souvent ça, et c'est plutôt négatif aussi. Voilà. Et moi, je ne pense pas que ça soit négatif. En fait, je pense que c'est un moteur comme un autre. Si on n'a pas l'ego, on n'y va pas. C'est ça. Et puis, quelque part, il faut quand même quelqu'un, de toute façon, qui va prendre les problèmes, qui va avoir une vision, qui va prendre les risques, parce que c'est ce qu'on oublie un peu. C'est-à-dire que moi, alors, ça change un peu. Il y a des émissions grand public aujourd'hui, par exemple sur M6, qui veut être mon associé, etc., qui montre que... Chouette, hein, on a reçu Éric Larchevêque ici. Je trouve ça génial, parce que ça montre que l'entrepreneur, au début, il met son argent, il met sa famille de côté, il met plein de choses de côté, parce qu'il a une conviction, etc. Il va emmener des gens, c'est pas simple.
Et en fait, je pense qu'il y avait un moment, il y avait un raccourci qui était un peu trop systématique. C'est-à-dire qu'en gros, le chef d'entreprise, c'est celui qui fait travailler les autres, voilà, qui gagne profite du système, etc. Des tonnes d'argent. En fait, il y en a quelques-uns qui le font certainement, mais franchement, les chefs d'entreprise, moi je suis dans un réseau d'entreprises comme l'APM, je connais plus des dirigeants qui sont en galère intellectuellement, etc. Ils sont toujours en... Combien de dirigeants on connaît qui se payent même pas le SMIC? Mais c'est ça. Et puis encore une fois, il y a eu un moment, c'est normal que quand quelqu'un prend des risques, je veux dire, c'est comme quand on joue, voilà, on perd des fois, et il faut l'accepter. C'est pas simple. Je ne fais pas une opposition entre salariés, fonctionnaires, entrepreneurs, chacun. Mais Chacun a sa voilà. place, hein. Mais je pense qu'on a. J'ai un exemple moi qui m'avait toujours frappé. Alors maintenant j'habite à Annecy depuis très longtemps, mais je suis d'origine picarde et je me souviens que c'était quelque chose. J'avais je pense 16 ans. Et j'étais déjà dans le monde de l'entreprise dans ma tête. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, en plus. Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est pour ça. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait une énorme entreprise de boucherie-charcuterie, toute simple, un gros commerce, mais qui avait pignon sur rue dans le village où j'étais. Et la personne avait tous les signes de richesse, l'une des plus belles maisons de la région. Les grosses voitures. etc. Et son fils travaillait dans la même boucherie, était brillant comme lui, etc. Enfin, le mec, il méritait cette réussite. Il est parti à la retraite et il a donné la boucherie à son fils. Et son fils a refusé, a continué d'être boucher, mais dans un supermarché. Et ça m'avait choqué. Mais choqué, je ne comprenais pas. Et en fait, il se trouve que quelques années après, je l'ai revu et je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Alors, voilà. En fait, il ne se sentait pas d'être entrepreneur. Il ne voulait pas avoir ce problème. En fait, il voulait, à telle heure, être libre, mais être libre dans sa tête, etc. La fameuse société du loisir. Voilà. Mais bon, qui te rend service à toi, pour le coup. Exactement. En partie. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que c'est des valeurs différentes. Et c'est des valeurs différentes, et c'est pas forcément bien ou pas bien, en fait. Faut juste. Oui, il n'y a pas de jugement derrière ça. Et moi, j'ai appris ça avec le temps, c'est que je pense que le vrai atout, c'est de plus se mentir, en fait. On en parlait tout à l'heure. D'avoir un costume qui n'est pas le sien, c'est juste pas possible, quoi. Donc il a bien fait. Puisque ce n'était pas son fonctionnement, il a bien fait. Et il a eu le courage de le faire, parce que je pense que tout le monde lui a dit, voilà, et puis je ne sais même plus si ça a été revendu, donc il y a peut-être eu de la casse sociale, il y a peut-être plein de choses. Puis je pense que la transmission du père au fils... Et en plus, il a le même métier pour le coup. Mais oui, voilà, c'est ça. Et bon, bref, voilà. Mais c'était juste une anecdote, mais c'est vrai que important. Pour moi, c'est important. Mais ça fait plusieurs fois justement que tu parles de valeurs, et c'est fondamental à mon sens. Mais du coup, c'est quoi les trois valeurs pour bien que ça se passe avec toi dans le travail? C'est-à-dire celles que tu partages avec les employés, celles que tu véhicules. C'est quoi les trois valeurs fondamentales pour toi dans le travail? Alors, je ne sais pas si c'est des valeurs, mais moi, il y a le côté réalisation. Je suis quelqu'un je suis un peu un hyperactif et j'ai un problème avec le temps, etc. Et j'ai besoin d'avoir des gens qui sont autonomes et qui avancent. Voilà. C'est avancer. Qu'importe le chemin, mais qui avancent. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Après, au niveau humain pur, il n'y a pas des valeurs. Je trouve qu'on a une équipe complètement différente. Donc je pense que c'est pas un déclic. Voilà. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que les gens soient sincères, en fait. L'honnêteté, l'authenticité. C'est ça. Moi, des gens qui racontent du bullshit, ou qui font du mal par rapport aux autres, qui essaient de... Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais je pense que personne n'aime, en fait. Mais on a la chance d'être une petite boîte, donc tout se voit assez vite. C'est difficile. J'ai pas la réponse à ta question comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui me vient en particulier. C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et puis cette conviction, cette détermination, je pense que c'est vraiment ce qui te caractérise. Alors, on disait, ça fait plusieurs fois que tu nous parles dans l'entretien de la notion d'émotion. Je pense que c'est vraiment un axe qui est important pour toi. Ouais. Tu as dû au moins l'entendre 10 fois depuis le début de notre interview. Ça peut être un piège d'aller chercher l'émotion, ça peut être une difficulté dans ta gestion de tes émotions. Comment tu gères... ça veut dire quoi, les émotions, pour toi? Il faut que ça vibre, il faut que ça... Il faut que je me sente vivant, déjà. Moi, à titre personnel, c'est que je me sens vivant. C'est-à-dire que quand je fais du sport, il faut que j'ai mal. Que tu aies mal, même, carrément. Non, enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai que si je peux courir 10 km facilement, je vais plutôt m'inscrire à la course de 15, etc., etc. Parce que j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. En fait, la routine m'emmerde, mais vraiment. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pareil, mais c'est surtout. Je pense que je suis quelqu'un d'assez entier. Voilà, je peux j'arrive jamais à le dire. Procrastiner. Voilà, tu le dis mieux que moi. Voilà.
c'est magique. Et tu es un professionnel. De la procrastination, oui, comme beaucoup. Mais voilà. Comme beaucoup d'hyperactifs, étonnamment. C'est vrai? Ouais, peut-être, peut-être. Je peux faire les deux, mais je le fais souvent à 100%. En fait, c'est rarement gris. En fait, c'est noir ou blanc. Et toute ma vie est comme ça, que ce soit dans l'entreprise ou dans le perso. Et je pense que ça, c'est vraiment... je me connais, donc je ne fais plus semblant avec ça. En fait, je ne fais pas semblant de grand-chose. En fait, je pense que je suis très clivant sur pas mal de choses. Il y a des gens que j'emmène parce qu'ils sont comme moi ou parce que ça leur parle. Et puis, il y a des gens que je n'emmènerai jamais, mais je ne force pas. Voilà. Quand tu dis clivant, est-ce que tu penses que tes positions sont clivantes en tant que telles ? Parce que là, dans tout ce que tu me dis, moi, j'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui est non, mais bien dans ses pompes. Sur la façon d'être. C'est-à-dire que je suis hyper exigeant sur beaucoup de choses, parce que j'aime que ça avance et j'aime que ça avance bien. Donc, je suis hyper exigeant. Et donc, je peux comprendre que ça soit un peu frustrant à la longue. Je pense que les gens qui travaillent avec moi ont l'impression qu'on est toujours en retard. Il n'y a pas de sérénité complète. Je ne suis pas du tout encore une fois, j'ai peut-être pas un problème avec l'émotion, mais un problème avec le temps. Ça, c'est évident. Ça veut dire quoi pour toi, ce temps qui passe ? Tu as toujours l'impression de ne pas en avoir assez ? C'est quoi ? Je trouve que ça ne va jamais assez vite. Par rapport à quel par exemple, dans le boulot, par exemple, puisqu'on est plus sur le domaine professionnel, dans le boulot, quand tu reçois, moi je reçois comme tout le monde 150 mails par jour, je suis plutôt à les traiter immédiatement parce que ça prend beaucoup moins de temps. C'est mon productivité, c'est évident, ça je l'ai vu 20 fois, que de faire une petite to-do list à côté ou dire répondre à machin. En fait, le fait juste d'écrire répondre à machin, tu aurais eu autant de temps en fait dépensé si tu avais répondu directement. Sauf que c'est le rythme, il n'y a pas d'inertie, ça avance, etc. Et je choisis beaucoup des gens avec qui je collabore sur cette notion-là. J'ai toujours l'impression, alors après je suis un petit dormeur, j'ai cette chance, je ne le force pas. Moi je ne mets jamais de réveil, j'ai la chance de dormir 5 heures par nuit à peu près. Oh putain. Ouais, mais c'est une chance. Avec une sieste obligatoire dans la milieu de la journée quand même. Et je l'avoue. Fais gaffe, tu es en train de parler de développement personnel. Je vois où tu vas m'amener. Il faut que je vous dise que Xavier a un petit souci avec les coachs et le développement personnel dans son ensemble. Bah oui, clairement, il y a trop de coachs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est coach de tout. Et tu as des coachs aujourd'hui qui n'ont rien fait dans leur vie. Alors, ils sont peut-être bons humainement, il y a une vraie démarche. Mais ça devient un business et puis tout le monde devient coach. Et je pense que c'est vraiment dommage. Cette profession, à mon avis, elle est montée une vitesse trop vite. Vraiment trop vite, et qu'aujourd'hui, il faudrait faire le ménage, en fait. En fait, c'est un débat, on a déjà eu en dehors de l'antenne, mais parce que tu sais effectivement que... Alors, je ne me dis pas coach parce que je n'aime pas ce terme-là, mais plutôt mentor de dirigeant. Mais finalement, il suffit de voir qui vit de cela. Oui, c'est sûr. Ça va vite. Hein. C'est sûr. Donc, tous ceux qui se disent coach, mais qui font 2000 balles par an de chiffre d'affaires, ce n'est pas leur métier principal. Ouais. Mais... tu vois bien l'idée qu'on ne peut pas réussir tout seul et que chacun a ses talents et a ses compétences. Bon. Mais en fait, je suis coaché, mais sans choisir un coach et sans sans mettre un package avec ça. C'est-à-dire que les 50 actionnaires que j'ai, quelque part, ils me coachent. Parce Absolument. Ils me challenge, etc. Et je les choisis qui me challenge, en fait. C'est pas la facilité, etc. Les gens avec qui je travaille, moi, par exemple, clairement, si demain, je peux embaucher quelqu'un qui a 10 fois plus de compétences, 10 fois plus de valeur, 10 fois plus actif que moi, je le ferai. Parce que je trouve ça... Et d'autres vont te dire, mais non, c'est quelqu'un qui va te prendre ta place, etc. Non, je pense que ça va juste me faire progresser. Donc, quelque part, je suis coaché. Mais ce que j'aime pas, c'est le... C'est le bullshit, et puis peut-être par rapport à la gestion du temps, d'avoir quelqu'un qui... je pense que je suis dans l'écoute, mais pas suffisamment pour faire 1 heure de coaching. Je ne suis jamais allé voir un psy, par exemple. Je pense que j'en aurais eu besoin à des moments. Tu vois, tu es en face d'un psy. Ah, mince. T'as pas de bol, hein ? Ah non, j'ai pas de bol. T'as pas de bol, et on fait ça dans une séance. C'est vrai, c'est vrai. Donc, cet a priori-là, je pense qu'il est lié effectivement à des abus, à ce que tu peux voir. Je ne cherche pas à te convaincre, puisque en fait, comme tu le dis, tu le fais déjà. Oui, et puis il y a aussi par rapport à ma maison d'édition, c'est-à-dire que je reçois un manuscrit par jour en développement personnel. Et franchement, je dis des choses, waouh. C'est compliqué quand même. Et moi, faire des câlins aux arbres, des choses comme ça, c'est voilà. Alors, pour l'avoir fait, je te jure que c'est hyper intéressant.
Mais si tu fais que ça toute la journée, après, on est un peu Oui, déconnecté voilà. de la vraie vie. Non, Quoi. et puis après, chacun trouve voilà, un sens à... Mais le vivant peut te parler. Un arbre, Oui, ça oui. peut. Tu t'allonges dans l'herbe, dans la montagne, il se passe des choses. C'est ça que ça dit. Après, quand on en fait un business ou quand. Quand c'est trop encadré, pour moi, ça manque de spontanéité et de peut-être, sincérité. c'est ça, oui, c'est vrai. Moi, de me dire, allez hop, tiens, on se met à la méditation, voilà, et ça, j'y arriverai jamais. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est pas très grave. C'est pas très Non, grave. C'est pas ça très n'a grave. pas d'importance. C'est pas très grave. Comment on gère une vie professionnelle que j'entends assez trépidante, hyperactive, et puis une vie personnelle? Alors, je crois que tu as 2 enfants, Ouais, j'ai 2 enfants, 14 femme oui. la même. Oui. C'est pas si fréquent. Comment tu arrives à gérer cet équilibre vie perso, vie pro Ah, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu dois être tout le temps sur tous les fronts, toi. Bah, c'est le problème, c'est-à-dire que je pense que depuis Héritage Bac, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce qui était prévu dans le schéma initial, j'ai souvent ce petit warning qui me dit « tu es là, mais tu n'es pas là à 100%. » Et ça, j'aime pas. Clairement, quand on est en famille et que tu es quand même connecté avec ton téléphone parce que tu attends des choses et que tu veux pas, parce que c'est important, enfin que tu as imaginé que c'était important, et que tu es avec tes enfants sans être à 100% avec tes enfants, ça je m'en rends compte de plus en plus que je le fais trop souvent, et ça me met en porte-à-faux. Quel âge ils ont tes enfants? Mon fils a 14 ans et ma fille 19. Mais ils te le disent, à mon avis, non? Non, Quand parce t'es qu'ils pas là, je pense qu'ils ont, ils sont tous les deux, ils sont super, mais ça tous les parents disent ça. Mais non, ma fille fait une école de commerce, donc je pense elle est déjà dans ça. Elle est assez active, elle est impliquée dans pas mal de choses, donc elle voit bien que on fait pas toujours ce qu'on veut, que quand on est sur un projet. Puis moi, j'ai quelque chose qui est important. Tu parlais des valeurs, je reviens dessus. C'est une des valeurs fondamentales, c'est l'engagement. Voilà, alors moi, quand on s'engage sur quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est marrant, je suis surpris. Non, mais clairement, tu vois, tu m'aurais dit, on book aujourd'hui quelque chose. J'ai Emmanuel Macron qui vient sur mon stand au Mondial de l'Auto. Ben non, je suis désolé, je m'étais engagé, voilà, clairement. Oui, donc c'est plus qu'une valeur, c'est vraiment une conviction très forte. Ouais, clairement. Clairement. Et je sais plus, j'ai la gorge qui gratte pour être... Parce que c'est du direct, hein, donc oui, est-ce que je peux avoir de l'eau? Mais bien sûr, on va t'amener ça. C'est gentil. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es dans cette conviction-là, c'est une vraie valeur pour toi. Ah oui. Et donc, tu essayes de porter tes enfants avec toi, et donc forcément, ils sont sur cette même veine. Oui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être partout tout le temps. Alors après, encore une fois, j'ai cette chance, et je sais que c'est plus du tout à la mode, hein, depuis qu'on a un certain Premier ministre qui a dit qu'il dormait pas beaucoup, et tout le monde lui est tombé dessus en disant c'est pas la vraie vie, etc. Bon, moi, il se trouve que j'ai vraiment cette chance, je me force pas, je suis un petit dormeur, et ça me va très bien, c'est mon rythme naturel. Donc j'ai une demi-journée presque en plus de tout le monde, puisque quand on commence sa journée entre 3 et 5 heures du matin, bah forcément, on est en décalage. Et en fait, ça me permet, notamment quand je suis en vacances, de continuer à avoir cette liberté de me dire je ne suis pas complètement coupé de ce qui m'anime aussi sur le boulot, parce que j'ai aucune honte à dire que je prends plaisir à travailler. Ouais, tu es passionné. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas un du problème. Boulot. C'est presque pas du boulot. Et donc, sur les vacances, par exemple, même quand on est à l'autre bout du monde, je me lève forcément naturellement plus tôt. Donc, je fais tout ce que j'ai à faire pour être plus à 100% après. Voilà. J'essaie de faire des petites astuces comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et parce que toi, tu débranches jamais, par contre. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et puis moi, ce qui est addictif, c'est le digital. C'est-à-dire que moi, je me suis construit pratiquement... Enfin, tout ce que j'ai fait ces 15 dernières années, c'est grâce au digital. J'ai une communauté sur le digital. Quand je fais une levée de fonds, moi, c'est par le digital. Quand je teste un nouveau produit, c'est par le digital. Quand je communique, c'est par le digital. Et donc, du coup, on a ce téléphone qui est toujours relié à nous. Greffé, voilà. Mais je le revendique. Hein, c'est pas un poids particulier. Ça serait presque... C'est addictif, effectivement. Mais je pense qu'on peut le maîtriser aussi. Après, je suis hyper... Enfin, je perds pas trop de temps. Voilà, je vais pas regarder, scroller. Et du coup, tu parlais de ton âge tout à l'heure de 54 ans. Mais ouais. j'ai envie de te poser une question un peu provoque. Mais en fait, tu vas jamais prendre ta retraite. Ah si, je pense. Ah, si, parce tu que... sais pas faire. Mais si, parce que je ferai autre chose. Oui, mais c'est pas ça la retraite. Tu vois, mon rêve absolu, ouais. Mon rêve absolu, c'est effectivement, quand je serai en retraite, c'est de la préparer un peu, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui
qu'il n'avait pas préparé. S'écrouler, Et notamment mon père, clairement, qui a vécu toute sa carrière en se disant, moi, j'ai profiterai à la retraite, et puis qui finalement est tombé malade juste quelques mois après sa retraite, et qui est décédé 2 ans après. Voilà, j'ai pas envie de du tout vivre ce schéma. Et, voilà. Et vu que je veux toujours me sentir vivant, je pense que la retraite, je peux faire des choses bien. Enfin, déjà de le transmettre, donc être dans le milieu de l'entreprise, mais avec que les bons côtés. On ne porte plus les mêmes choses. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui m'animera. Je pense qu'il y a... moi, j'adore une des passions et qu'on partage avec toute la famille, c'est les voyages. Alors même si c'est plus écolo, responsable, machin, etc., je pense que c'est juste indispensable pour comprendre le monde. Si on ne va pas le visiter, ça me paraît compliqué. Et puis pareil, sur l'écologie, je fais juste une petite anecdote, mais je prends quand même encore l'avion. Alors pas pour faire 1 heure de rendez-vous à Bordeaux à la place d'une visio, ça je ne fais plus, ça c'est évident. Par contre, 2 à 3 fois dans l'année d'aller visiter d'autres pays, voilà, ça je le fais encore. Et j'essaie de compenser autrement. C'est-à-dire que je pense qu'à titre individuel, c'est pas moi qui vais sauver la planète, ça c'est évident. Par contre, à mon niveau en tant que dirigeant, on a quand même quelques manettes. Et tout ce que je peux faire au niveau collectif, et donc embarquer, voilà, je pense que ça c'est plutôt une bonne chose. Et tu es investi là-dedans? Je suis de plus en plus investi. Et je suis persuadé que c'est pas parce que je vais prendre une douche d'1 minute de moins que je vais sauver la planète. Par contre, de dire que sur ma filière, on va faire des choses bien. Tu vois, par exemple, on a fait une remorque enfant qui est, je trouve, plutôt réussie, enfin, en tout cas qui dénote qui ressemble à un sidecar en fait. On l'a fait en fibre de lin. Le lin, on va le chercher à moins de 200 km du lieu de production. On utilise une résine biosourcée, bien sûr, en France. Ça, ces petites choses, on donne des exemples et il y a des gens qui se disent, en fait, on peut aussi faire ça. Et si tout le monde, en fait, si ne serait-ce que, tu vois, par des émissions, il y a 2 personnes qui se disent, ah bah tiens, je vais peut-être le contacter parce que peut-être que moi, je suis en train de faire un projet, plutôt que de le faire moins propre, il y a peut-être des gens qui vont m'aider à le faire plus propre. Ça, tu as un effet de levier et ça vaut le coup de le faire. Donc, dans ceux qui regardent l'émission, s'il y a des gens qui sont sur d'autres secteurs industriels, puisqu'on va éviter de fournir des bonnes idées à ta concurrence directe. Ah non. Ouais. Alors non. Non, tu es open source dans ton idée. Alors, toi. je vais prendre un exemple d'une autre marque, parce que donc, pour Heritage Back, je suis dans un parcours CEC, donc Convention des entreprises pour le climat. Donc là, c'est très, très, très ambitieux, c'est-à-dire qu'on a à peu près 1 an, on a plusieurs séances avec 150 autres dirigeants. On essaie de devenir une entreprise régénérative. Donc, ça, c'est pas de diminuer notre impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que par rapport à ton niveau de nature, c'est-à-dire que non seulement tu ne pollues pas, mais en plus tu redonnes. Tu vois. Donc, dans l'industrie, je coupe un arbre, j'en replante 2. Quoi. Exactement. C'est cet esprit-là. Sauf que dans l'industrie, tu peux. Oui, tu pourrais en planter des arbres. Il y a un vrai challenge quand même. Voilà. Et puis l'idée, c'est pas de compenser avec quelque chose qui ne te concerne pas. C'est quelque chose qui te concerne à ton activité. Donc, c'est un challenge de malade. Hein. Franchement, intellectuellement, c'est compliqué. Et puis du coup, ça t'oblige à te penser, à ce que ton intellect soit mobilisé vers ça. Exactement. Et donc, ça change tout. Ça doit changer l'entreprise, ça doit changer les personnes, ça doit changer les habitudes, ça doit changer tes fournisseurs, tes clients. Voilà. Et moi, j'ai un exemple qui m'avait assez impressionné, donc d'un parcours d'avant. Donc moi, je n'étais pas dans ce parcours-là, d'une entreprise qui est leader sur son marché, qui fait du tirage photo, donc une industrie assez polluante. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'est dit à un moment, mais c'est pas possible de continuer là-dessus. Il est leader, ok. Et il a inventé une machine, il a développé une machine, il a énormément investi dessus pour réduire de 70% son impact. Énorme. Il était déjà leader. Il peut se dire, avec ça, en plus, je raconte une histoire et je suis supra-leader. En fait, non. C'était pas pour lui, c'était juste le premier étage. Le deuxième étage, c'est de se dire, le monde entier doit avoir la même machine que moi. Et comme ça, c'est toute la filière qui va réduire de 70%. Ça, c'est génial. Donc, il a donné finalement le brevet libre. C'est ça. C'est le principe de l'open source, on revient là-dessus. C'est ça. Donc ça, c'est ta pensée quelque part liée au digital qui fait que tu es déjà préprogrammé. Oui, et puis je pense que c'est là où on est acteur de quelque chose, où ça sert à quelque chose. Encore une fois, à titre individuel, pur, que je prenne l'avion ou je ne prenne pas l'avion, ça n'a pas... Non, mais c'est aussi valable parce que toi, là, en tant que dirigeant, tu as un impact plus fort sur la société. Mais l'individu simple salarié, et c'est pas péjoratif du tout, et c'est pas du tout... pédant, hein, et qui n'a pas forcément les mêmes manettes que toi, le simple fait qu'il fasse attention à la lumière, à l'eau et machin, au moins il va dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est... Bien sûr, mais je pense que le citoyen ou le salarié lambda est aussi acteur. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on voit que des entreprises qui polluent ont beaucoup plus de difficultés à recruter. Donc ça oblige de l'intérieur, en fait, si tu veux avoir des hommes
de valeur dans ton entreprise, aujourd'hui, il faut cocher quelques cases quand même. Hein. Si tu fais du textile, que tu as un logo français et que en fait, tous tes matériaux viennent des pays Et on ne citera émergents, pas de nom. non, on ne citera pas de nom. Parce que c'est très rare, bien sûr, ce type de choses. C'est de plus en plus rare, et ça, c'est plutôt bien. Mais je pense qu'à la base, ça a été poussé d'abord par les salariés, après par les clients. Et donc, en fait, finalement, la marque, elle s'y met, avec plein de contraintes, mais elle s'y met. Et là, donc ça, chaque citoyen est acteur là-dessus. Mais je crois plus à ça qu'effectivement... bon, c'est bien de faire... Toutes les actions sont bien, parce que c'est une démarche, mais ce ne sera pas miraculeux. Donc, on a un petit peu fait le tour de ton parcours, de ta vision. Donc, les projets pour Heritage Bike, parce que tu as vraiment envie que cette entreprise ait un vrai impact. Ouais. Donc, tu n'es pas encore au moment où tu t'ennuies dedans. Non. Non, parce que j'imagine que ça va forcément arriver. Oh, je pense pas, parce Non, que Heritage Bike, en fait, en gros, c'est notre objectif. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais c'est dans 2-3 ans, c'est de devenir l'entreprise de mobilité douce la plus premium qui existe en Europe. Voilà. Donc ça, c'est l'ambition. Voilà, c'est mettre de l'exception dans sa mobilité. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais donc du coup, il y a plein de choses à faire et puis on peut embarquer plein d'autres mobilités. C'est ce qu'on fait petit à petit. Donc non, il y a encore plein de challenges, non, c'est sûr. Donc, si tu te projetais dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu verrais ton avenir d'entrepreneur, de dirigeant? C'est forcément avec Heritage Bike ou une fois que ça commence à rouler, tu as envie de le laisser éventuellement et puis d'aller t'occuper de nouveaux challenges? Comment tu vois Clairement, ça? avec Heritage Bike, je ne fais pas un coup parce que je trouve qu'il y a un sens vraiment de cette histoire entrepreneuriale. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas à la base, c'est vraiment pas ça. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est vraiment cher. Et voilà, encore une fois, je vais encore reparler de mon âge, mais à 54 ans, j'ai encore à peu près 10 ans, on va dire, facile pour travailler, surtout si Pour je suis toucher passionné. une retraite misérable comme tout le monde? Non, mais j'espère même, parce que vu que j'ai embarqué Ouais. 50 actionnaires, et c'est que le début, et donc moi je suis dedans, j'ai mis toutes mes billes aussi dedans. En fait, j'ai cette volonté de faire grossir la valeur de la boîte, donc la valeur au sens financier du terme. valorisation. Donc j'espère que j'aurai une retraite sympa aussi avec ça. C'est pas le but numéro 1, mais c'est quand même un but. Je pense qu'il faut Parce que ce serait faut un être gros mot honnête. de parler d'argent. Alors moi j'ai aucun problème On avec est ça. d'accord que c'est un tabou dans notre pays. Alors oui, et moi je suis à la frontière suisse du coup, et j'adore les Suisses parce qu'ils n'ont aucun tabou sur l'argent. Ouais. Et c'est assez marrant parce que j'ai rencontré un banquier, un gros banquier sur Genève, qui me racontait l'histoire de ses clients, etc. Et je dis, mais il n'y a plus c'est plus aussi facile la Suisse, maintenant il y a le secret bancaire qui a été levé, etc. Et tout. Et en fait, ils ont un mot que je trouvais génial et que j'ai jamais entendu en France, je sais pas, ça existe peut-être en France, mais c'est non, mais nous, les clients, avant de les prendre, on les clean. Alors, qu'est-ce que Ça veut dire qu'il n'y a en fait aucun tabou sur l'argent. C'est-à-dire que l'argent, il peut venir de plein de choses un peu bizarres, des optimisations fiscales, on va dire. Par exemple, c'est un joli mot, ça, pour dire quelque chose de moins joli. On va le rendre joli, on va le rendre propre pour pouvoir se servir de cet argent, etc. Et en fait, les banquiers en Suisse vous conseillent pour optimiser, mais vraiment pour optimiser. Ce n'est pas pour vous vendre une assurance vie, pas pour vous vendre quelque chose. Et je trouve qu'il y a une vraie différence de culture. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'histoire, hein, bien sûr, mais on devrait un peu s'inspirer de ça, parce que finalement, l'argent, ce n'est pas un problème. On travaille aussi pour ça. Je veux dire, quand on a des passions, tu vois, moi, tu disais que j'aime le beau, j'aime l'émotion, forcément, ça coûte cher. C'est-à-dire que quand je vais en vacances, je ne vais pas dans des endroits qui ne sont pas beaux. Tu ne vas pas au camping? Non, je ne vais pas au camping. Mais je ne dis pas que le camping n'est pas bien, mais ce n'est pas mon ADN, et je le revendique. Moi, en plus, j'ai eu un père qui était... sa passion numéro 1, c'était les restos, les grands restos et les beaux établissements. Donc tout petit, j'ai été baigné là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est pas mal. C'est Mais pas ça mal. coûte, donc de gagner de l'argent, il n'y a pas de tabou là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup, cette espèce d'opposition entre ce qui est de l'ordre du matériel, et là on parle de l'argent en particulier, et puis ce qui est plus immatériel, et à commencer par la spiritualité. Tu me vois arriver? Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, il y a une petite tradition dans cette émission. C'est pas méchant. T'inquiète pas, je te jure, c'est pas pour te Vas-y. piéger. T'as remarqué sur cette table qu'il y avait un objet un peu singulier. Un téléphone rose. Ah oui, qu'est-ce qui a marqué sur ce téléphone rose? Téléphone céleste. En fait, ici, c'est particulier parce qu'on a une ligne directe avec l'au-delà. Alors, on y met ce qu'on veut derrière. Ça peut être Dieu, pour certains.
parce que certains associent la spiritualité à la religion, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pas une obligation. Et puis, ça peut être l'univers, ça peut être simplement pouvoir s'adresser à des défunts, au moins symboliquement, parce que est-ce que le lien existe ou pas, ma foi, on le saura jamais. Enfin, ou quand on le saura, ce sera trop tard. Mais c'est possible. Si tu devais prendre ce téléphone et passer un coup de fil, dans ce que je viens de te décrire sur la spiritualité, là, sur ce qui fait du sens, et Dieu sait si tu en portes du sens dans ton engagement, parce que c'est un mot aussi important, ça, l'engagement de vie, tu passerais un coup de fil à qui avec ce téléphone-là? À Dieu, à l'univers, à un Alors défunt? Dieu, c'est sûr que non. La religion, elle m'intéresse pour le point de vue, on va dire, Historique. intellectuel, historique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Mais personnellement, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de la religion. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Enfin, chacun trouve. Hein. Religion, c'est sûr que non. Un défunt, peut-être. Tu parlais de ton père tout à l'heure. Alors, défunt, non, parce que vraiment, le passé, ce n'est pas quelque chose qui m'anime, mais vraiment pas. Et au contraire, je pense que si. Je m'interdis beaucoup de choses, par exemple, de dire est-ce que tu as fait des erreurs? Il y a beaucoup de dirigeants, et notamment des gens qui sont coachés, qui analysent le passé pour faire le futur. Moi, j'ai du mal à faire ça, parce que vu que je suis toujours sur l'avant, le passé ne me parle plus, en fait, c'est passé, donc bon, voilà. Donc pas non plus là-dessus, je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, ce serait plutôt, effectivement, si je pouvais passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît l'année d'après, l'avenir, ça, ouais. Alors l'univers, Madame Irma, admettons... J'appelle Madame Irma, moi. Alors, Madame Irma, et alors qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur l'avenir? Moi, je pense que c'est... C'est forcément savoir les numéros de l'euro-million pour gagner du pognon? Non. Ou est-ce que, je te charrie évidemment, ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres sujets qui vraiment t'intéressent sur l'avenir? Moi, en fait, le sujet qui m'intéresse, mais qui me fait peur, parce que je ne suis pas, même avec tout ce que je peux faire, je suis loin d'être acteur, enfin, je ne me considère pas comme acteur, c'est sur l'évolution de la planète. En fait, je suis dans beaucoup de contradictions, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est presque trop tard. Je relativise parce qu'on a eu, encore une fois, je suis à l'APM, on a des conférences des fois juste incroyables, et on a eu un gars un grand spécialiste qui nous a expliqué l'univers, en fait. Donc, rien que ça. Voilà, mais c'est assez. J'avais oublié beaucoup de choses, et en fait, c'est assez drôle, c'est de voir en fait je sais plus ce qu'il prenait, mais si l'univers était résumé en 1 heure, alors dans une échelle temps d'1 heure, en fait, l'humanité, je crois, c'est 1 à 2 secondes maxi, avec la genèse comme l'extinction. Donc en fait, tu relativises tout en fait quand revenez à votre juste place. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc l'avenir, en fait, voilà. En fait, je me dis que si on sait trop, alors moi j'ai un peu ça qui m'ennuie, c'est que aujourd'hui, on est plutôt tendance à te taper dessus en te disant mais t'as compris, la planète, ça a mal et tout, donc change ta vie, change, etc. C'est bien, je pense. Mais moi, ça me fait l'effet contraire. C'est que ça ne me pousse pas vers l'avant, ça me dit bon, de toute façon, c'est mort. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et moi, j'ai plutôt envie de me dire mais qu'est-ce qu'on peut encore faire, et faisons-le. Et voilà, donc ça serait plus sur qu'est-ce qui va se passer, enfin voilà, essayer de comprendre ce qu'on n'a pas bien fait, mais qu'on va bien faire plutôt pour gagner du temps. Voilà. Donc Madame Irma, je l'appellerai plutôt là-dessus. Après, je demanderai peut-être les chiffres du loto, quand même, parce que non, mais ça peut servir pour acheter autre chose, pour avancer. Oui, c'est ça. Voilà. Ton côté pragmatique est revenu. Merci Xavier. Merci d'avoir joué le jeu C'était un plaisir. Avec nous pendant 1 heure. Hein. C'est quand même un temps assez long. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos partages et vos commentaires toujours bienveillants. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez vous installer dans les canapés de ABC Talk Entreprise, n'hésitez pas à nous écrire sur rédaction@abctalk.fr. Et puis, à très bientôt.